Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Le concours sur Instagram c'est terminé, les gagnants ont été tirés au sort, bravo à vous si vous avez gagné. Et plus globalement, merci à tout le monde pour votre participation, c'était juste incroyable. En tout cas, moi je suis vraiment trop content d'avoir une communauté comme vous, vraiment c'est un truc de ouf. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que la suite nous réserve. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton rouge. On va faire un truc, cette vidéo elle sort un petit peu avant Noël, donc mon cadeau c'est que tout le monde qui regarde cette vidéo s'abonne, comme ça on atteint des sommets. Non, plus sincèrement, c'est la meilleure façon de me soutenir, d'ailleurs c'est ce qui a développé énormément la chaîne ces derniers temps. Donc sachez que cette action qui paraît pourtant anodine, elle a un impact juste énorme pour moi. En tout cas, un très grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui le feront, et moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire du jour. Cette première histoire, mes amis, c'est celle d'un jeune homme qui s'appelle Tyler. Tyler, à ce moment-là, il a 32 ans, il est policier depuis plusieurs années et il vit seul dans un petit appartement qu'il a toujours trouvé trop calme et surtout trop vide parce qu'il bosse beaucoup. Il rentre très souvent très tard, donc il n'a pas forcément le temps de s'en occuper ou même de le décorer. En plus de ça, il a perdu le contact avec beaucoup d'amis et il n'a jamais vraiment eu de relation stable, que ce soit amoureuse ou même amicale. La seule personne qui reste autour de lui depuis toutes ces années, c'est son frère. C'est un gars un petit peu réservé mais très loyal, et il passe régulièrement pour vérifier que Tyler il mange autre chose que des trucs surgelés, ou qu'il se laisse trop aller dans son appart et que ça devienne un véritable dépotoir. La famille des deux frères, elle est très soudée, surtout après la mort de leur mère. Tyler et son frère, eux, ils ont toujours été là l'un pour l'autre, en particulier après ce tragique événement. Tyler, ce n'est pas du tout le genre de personne à se plaindre, mais par contre, parfois la solitude, ça le ronge un peu, en particulier lorsqu'il rentre d'une nuit de travail. Un soir, pendant une patrouille, il nous raconte qu'il fait une rencontre. Visiblement, il discute avec une femme. C'est pas un truc spectaculaire, mais il la croise en sortant d'un commerce. Elle lui pose des questions, ils discutent un peu, et carrément, ça se transforme en café pendant un autre jour. Durant ce petit rendez-vous dans un café, ils s'entendent extrêmement bien, et ça débouche même sur un dîner. Pendant ce dîner, le feeling est incroyable, ils rigolent, ils se racontent des blagues, et mes amis, tout ça, ça donne lieu à une relation. Cette femme, Tyler nous l'a décrit comme très douce, très calme, qui a une manière de parler très posée, et ça apaise beaucoup notre ami Tyler. Cette femme, il la trouve très mystérieuse, mais ça lui plaît beaucoup. Il pose pas trop de questions, elle non plus, donc ils vivent tous les deux une histoire très très simple, sans trop de problèmes. Et pour la première fois depuis longtemps, Tyler se sent bien avec quelqu'un. Son frère, lui, malheureusement, il accroche un petit peu moins avec elle. Quand il l'a vue pour la première fois, il a dit à Tyler qu'il ne la sentait même pas du tout, qu'il trouve qu'il y a un truc qui cloche chez elle, mais il n'arrive pas à expliquer quoi ou même pourquoi. C'est pas un vrai reproche, ni même une accusation, c'est juste une sorte d'intuition un petit peu bizarre. Donc Tyler, ce qu'il fait, c'est qu'il rigole et lui dit qu'il se fait probablement des films et que tout va bien aller avec cette femme. Mais vous vous en doutez bien, son frère, il lui dit « Ok, bah vas-y, c'est ta vie, je te fais confiance », mais lui... Voilà, il continue d'avoir ce pressentiment et d'être toujours un petit peu froid avec elle. Alors là, mes amis, moi j'ai un conseil pour vous. Écoutez toujours votre frère ou votre sœur lorsqu'il vous donne un conseil comme ça. J'en parlerai dans un podcast que je vais sortir en 2026, dans lequel on va discuter de sujets de la vie de tous les jours, rien à voir avec l'horreur. Donc ce sera un concept sur Spotify en plus de tous les threads d'horreur, etc. Mais en gros, pour revenir à l'histoire, quand vous avez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous connaît beaucoup, qui vous dit que voilà, cette personne, il la sent pas forcément. Alors oui, ça peut être complètement du bullshit, ça peut être complètement faux, mais dans mon cas, j'aurais dû peut-être écouter mon frère et ça m'aurait fait gagner 8 ans de ma vie. Parce que dès le début d'une relation que j'ai eue et qui a duré très longtemps, eh bien, il m'a dit « Melvin, tu vas te faire niquer ». Évidemment, je lui ai dit que non, il se trompait, que c'est moi qui avais raison, etc. Au final, je me suis fait niquer x10 de tous les sens, donc s'il vous plaît, écoutez vos proches dans ce genre de cas. Bref, dans l'histoire de notre ami Tyler, il y a 2 mois qui passent, la relation entre lui et sa copine, elle est encore assez récente, mais lui, il commence vraiment à s'attacher à elle. Cette femme, elle vient souvent chez lui, elle lui propose de lui faire de bons petits plats, elle range l'appartement, elle laisse quelques affaires dans la salle de bain, et on voit bien que petit à petit, elle prend sa place et qu'elle s'installe chez lui, et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Pour lui, c'est peut-être le début de l'histoire de sa vie. Donc il veut vraiment que tout se passe au mieux entre lui et elle. Ce soir-là, Tyler a prévu un dîner tranquille, à la maison, en amoureux, pour tous les deux. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais il nous raconte qu'il cuisine un bon petit plat. Il met une petite musique romantique, il essaye de rendre le salon à peu près présentable, et sa copine arrive avec une bouteille de vin, et ils se mettent tous les deux à table. Tout se passe extrêmement bien, ils rigolent, ils parlent de leur journée, de choses normales, ils se font des petites blagues. Et Tyler nous dit que ça lui fait le plus grand bien d'avoir enfin quelqu'un devant lui qui l'écoute lorsqu'il parle de son travail. Mais tout à coup, pendant le dîner, quelqu'un sonne à la porte. Bon, c'est assez inattendu parce que Tyler, il n'a rien prévu. Donc, il va ouvrir et là, il est très surpris. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait, derrière sa porte, il y a son frère. Son frère, à ce moment-là, il lui dit qu'il passait dans le quartier, qu'il voulait simplement lui dire bonsoir et qu'il ne restera pas longtemps. Tyler ne trouve pas ça grave, au contraire, il lui dit d'entrer pour dire bonjour à sa compagne. Mais dès que son frère entre dans la pièce, l'ambiance, elle change radicalement. La copine de Tyler le regarde hyper mal, elle se braque
Elle sourit moins et Tyler le remarque immédiatement, mais il n'a pas envie d'embrouiller qui que ce soit, donc il ne dit rien. Il se dit que voilà, c'est peut-être un petit malaise passager parce qu'elle a peut-être capté que son frère la sent pas et que surtout à la base ils étaient censés passer une soirée en amoureux, donc voilà, ça peut être un petit peu particulier. Bon, selon moi, Tyler, là, il fait une erreur parce qu'il dit à son frère « Écoute, est-ce que tu veux rester pour le dîner ?» Et il nous explique qu'il fait ça parce qu'il capte que son frère n'aime pas sa compagne, et visiblement, c'est le cas dans le sens inverse aussi. Donc, lui, sa strat, c'est de dire « Ben voilà, on fait un petit dîner tous les trois, comme ça apaise les tensions. » Sauf que voilà, quand vous prévoyez un dîner en amoureux avec votre copine ou votre copain, normalement, c'est censé être que vous deux, pas les potes, la famille, etc. Donc, Tyler, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un couvert, ils se mettent tous les trois à table, et ils commencent le repas. Au début, c'est un petit peu tendu, les deux frères discutent beaucoup entre eux, et la copine de notre ami, elle ne parle pas beaucoup. À un moment, la conversation dévie sur un autre sujet par rapport au boulot de Tyler, et il parle de manifestations, donc rien de bien fou. À un moment, le frère de Tyler lui demande s'il a encore des missions de maintien de l'ordre comme avant, et il lui répond que oui, ça arrive de temps en temps, et que c'est toujours un petit peu compliqué comme situation. Mais au moment où il dit ça, la copine de Tyler relève la tête très brusquement, et elle demande calmement: est-ce que vous avez déjà eu des incidents graves lors de ces interventions? Tyler, il répond que malheureusement oui, ça arrive, c'est jamais très agréable. Mais oui, malheureusement, parfois ça arrive qu'il y ait des blessés, et même plus grave encore, il y a quelques années, il y a carrément quelqu'un qui a perdu la vie. Bon, notre ami, il le dit sans trop d'émotion, parce qu'il arrive à prendre du recul, et surtout, c'est son taf, il n'a pas le droit de laisser l'émotionnel prendre le dessus. Et lorsqu'il dit ça, sa copine lui dit, est-ce que cette personne qui a perdu la vie, c'était un homme? Tyler lui répond que oui. Et sa compagne, elle lui demande, est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Tyler, il fronce les sourcils parce qu'il ne comprend pas trop pourquoi elle lui pose cette question. Il explique que normalement, il y a toujours une raison, que ça ne se fait pas gratuitement comme ça, et que son équipe a agi selon les règles, et qu'à ce moment-là, il fallait neutraliser cet individu. Visiblement, elle était dangereuse pour les autres, donc il n'y avait rien de personnel, c'était juste le travail. Tyler, en disant ça, il nous explique que le visage de sa compagne, il change radicalement. Il la regarde en étant un petit peu inquiet, son frère aussi parce qu'il a déjà vu ce type de regard chez des gens qui perdent un peu patience. Et là, la femme pose lentement sa fourchette et elle dit « Mais tu sais Tyler, cet homme, il avait sûrement une famille, une sœur, un frère ou même les deux. Et peut-être que cette famille, elle n'a jamais accepté qu'on lui dise que c'était de la faute de l'homme. Et eux, ce jour-là, ils ont tout perdu. » À ce moment-là, il y a un gros blanc dans la discussion parce que Tyler, il ne comprend absolument pas ce qu'elle lui raconte. Là, il lui demande si elle parle de quelqu'un qu'elle connaît et la femme, elle ferme les yeux une seconde comme pour se retenir de péter un câble. Et quand elle les rouvre, on a l'impression que c'est une autre personne. Elle n'est plus du tout calme, elle a le regard de quelqu'un qui est presque sur le point de se venger. Un peu comme si une personne venait chercher ce qu'elle recherchait depuis très longtemps. Tyler, à ce moment-là, il sent une très grosse pression qui s'installe. Son frère se crispe et la femme, à ce moment-là, elle met ses deux mains sous la table. Tyler, à ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais dans son sac, qui est posé juste à ses pieds, il y a une putain d'arme qu'elle garde depuis le début de la soirée, et elle est prête pour ce qui va suivre. Sa copine reprend le sujet et se remet à parler de l'homme, un manifestant qui n'était pas dangereux, qui n'avait rien fait, et qui a été abattu par un policier pour aucune raison. Elle raconte qu'il y avait des témoins, qu'on a étouffé l'affaire volontairement, et qu'on a dit que la victime avait agressé des gens, alors que c'était forcément faux, et le plus troublant, c'est qu'elle parle avec une précision telle que Tyler échange un regard avec son frère, et il capte tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. Il voit qu'elle commence un petit peu à partir en couille, donc il essaye de la calmer en lui expliquant que dans les interventions de police, on ne peut jamais juger les choses, que si un policier tire dans 99% des cas, c'est qu'il y a une raison, et vraiment, il ne lui dit pas méchamment, il insiste même pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle raconte ça, et c'est là que la femme part complètement en vrille. Elle lui pousse son assiette, elle se lève d'un coup, et elle se barre. Tyler, il pense qu'elle va fumer une cigarette ou prendre un peu l'air pour se calmer, mais elle revient presque instantanément avec son arme dans les mains, et elle la braque sur eux. La scène bascule en une fraction de seconde, Tyler se fige, son frère il se pétrifie, et elle, en tenant l'arme, elle tremble de tout son corps. Là, elle va leur dire quelque chose qui va complètement changer l'ambiance de la pièce. Elle leur dit: vous savez, l'homme dont vous parlez depuis plusieurs minutes maintenant, vous en rigolez presque, mais en fait, c'est mon propre frère. Elle rajoute une information, elle dit voilà, cet homme, c'est mon petit frère, c'est le seul que j'ai, et je connais le nom du policier qui l'a tué. Elle leur dit qu'elle l'a cherché pendant des années, et que ce policier, il se prénomme Tyler. Notre amie ne comprend même pas ce qu'elle raconte parce que beaucoup de situations se ressemblent. Dans une carrière, il y a beaucoup de noms qui passent, mais elle ne veut rien savoir. Elle continue, elle tremble, elle pleure presque de rage et elle dit qu'elle l'a retrouvé exprès et qu'elle a tout orchestré pour en arriver là. Je vous rappelle, Tyler et cette femme, ils se sont rencontrés devant un commerce. Ensuite, ils sont allés prendre un café, puis un dîner. Et c'est lors du dîner qu'elle a capté que Tyler, il était dans la police. Et c'est là qu'elle a fait tout le lien. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a attendu que tout soit parfait, qu'il lui fasse confiance et qu'il baisse sa garde. Évidemment, les deux hommes sont choqués et le frère de Tyler, il réagit. Il essaie de lui parler, de lui dire que ça va mal finir, qu'elle doit absolument baisser son arme et que probablement, elle est en
train de se tromper. Elle ne veut toujours rien entendre, elle hurle que non, que c'est lui qui est responsable de la mort de son petit frère. Et notre ami, il comprend alors qu'elle est en train de perdre complètement pied. Il tente de faire un pas vers elle, mais elle lui ordonne de se mettre au sol. Et vu qu'il a une arme braquée sur lui, il fait pas le malin. Il s'allonge sur le ventre et la femme lui ordonne de mettre les mains à plat sur le sol, une main de chaque côté du visage. Bon, Tyler, il lui obéit. Puis sa copine pose son talon aiguille sur sa main et elle appuie extrêmement fort. Notre ami, il serre les dents, il se retient de crier, mais plus elle appuie, plus il sent une douleur qui est insoutenable et il sent clairement qu'elle est en train de lui broyer la main. Enfin, lui broyer ou lui transpercer, je ne sais pas. Tyler, il gémit de douleur et elle le regarde souffrir avec un sourire presque satisfait. Pendant ce temps, son frère, il essaye d'intervenir parce qu'il voit que Tyler, il est en train de se faire broyer ou transpercer la main. Mais au moment où il intervient, elle pointe son arme sur lui en disant « Mon coco, tu te rassois immédiatement, sinon je te bute ». Tyler, il essaye de parler malgré la douleur, mais elle le coupe à chaque mot. Elle répète en boucle que c'est lui qui a brisé sa famille et que c'est normal que ce soit lui qui souffre actuellement. Pendant ce temps, son frère essaye de la raisonner, mais elle menace à chaque fois de lui mettre une balle. À un moment, elle dit qu'elle a attendu ce moment toute sa vie et que ce moment est enfin arrivé et que justice sera rendue ce soir. Bon, Tyler, il est pas très serein, il sent la sueur qui coule dans son dos tellement il panique. Il regarde son frère du coin de l'œil et il voit qu'il essaye de trouver un angle, un moyen d'agir, mais malheureusement, tout est risqué. Elle tient l'arme avec une vraie détermination, pas juste comme quelqu'un qui tient un flingue en plastique, mais comme quelqu'un qui a le doigt sur la gâchette et qui est prêt à mettre une balle à quiconque oserait bouger. Mes amis, là, la situation, elle est critique. Et à un moment, Tyler va faire un geste qui va tout déclencher. Il essaie de bouger sa main qui est écrasée, sûrement un réflexe à cause de la douleur. Mais elle croit qu'il essaye de se relever, donc elle crie, elle relève l'arme vers sa tête, et pendant un dixième de seconde, le frère de Tyler, il comprend que s'il ne fait rien, eh bien, elle va lui tirer une balle, donc il n'hésite plus. Il se jette sur elle de toutes ses forces, ils chutent tous les deux, et malheureusement, pendant la chute, la femme appuie sur la détente. Là, la soirée, elle bascule d'un coup dans l'horreur. Tyler, il a simplement entendu le bruit, mais il ne sait pas du tout où la balle est allée se loger. La seule chose qu'il voit, c'est son frère qui est au sol et qui est en train de se battre avec la femme. Les chaises tombent, la table glisse, les assiettes volent de partout, et cette femme tient toujours l'arme dans sa main. Elle hurle, elle lui crache dessus, elle profère des insultes. Donc là, c'est extrêmement risqué, mais Tyler, il se jette sur eux sans réfléchir. Il attrape le poignet de la femme, elle tourne la tête vers lui. Autant vous dire qu'elle a des yeux qu'il ne reconnaît pas du tout, comme si c'était un véritable démon. Et durant la bagarre, elle tire encore une fois, la balle, elle va se loger dans le mur. Tyler, il lui bloque le bras avec ses deux mains, pendant que son frère, lui, il essaye d'immobiliser les jambes. La femme se tord, elle se débat comme une dingue, elle hurle, et à un moment, notre ami Tyler, il arrive à lui arracher l'arme des mains, donc la situation est plus ou moins safe. Il la jette au loin et son frère, il se jette dessus avant qu'elle puisse la récupérer. Elle continue d'essayer de frapper, de griffer, de mordre ou même de donner des coups de pied. Et Tyler, il n'arrive pas à croire que c'est bien la personne avec qui il partage sa vie depuis maintenant 2 mois. Il n'arrive d'ailleurs même pas à comprendre à quel moment elle a pu cacher ça et à quel point elle a pu jouer un rôle. À un moment, il finit par la retourner sur le ventre et lui immobilise les bras dans le dos. Donc, notre ami, il a le contrôle sur la situation. Pendant ce temps, son frère, il prend son téléphone, il appelle la police. Mais avant même qu'il compose le numéro, il entend quelqu'un qui toque à la porte. Visiblement, une patrouille est arrivée, donc c'est juste parfait. La femme est au sol, elle continue de se débattre encore plus fort pour essayer de s'échapper parce qu'elle a bien compris que c'était la police. Mais quelques secondes plus tard, des policiers entrent dans l'appartement et là, ils tombent sur la scène d'horreur. À ce moment-là, le frère de Tyler tombe par terre sans vraiment d'explication parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant, c'est que la première balle, elle ne s'est pas logée dans un mur, mais malheureusement, c'est lui qui se l'est prise. Avec l'adrénaline, visiblement, il n'a pas ressenti la douleur ni même le choc directement. Et là, vu que la situation s'est légèrement détendue, eh bien, il est juste tombé. Cette balle, elle s'est logée dans son bras, donc il va probablement s'en sortir. Mais quand Tyler, il voit que son frère, il est blessé, il se met à paniquer complètement. Les policiers s'occupent de la femme, l'un d'eux lui passe les menottes, tandis qu'elle continue d'insulter les deux frères, et elle répète les mêmes phrases en boucle et en boucle. Les policiers l'emmènent, et elle continue de crier en boucle le nom de son frère, un peu comme si c'était la seule chose qui était logée dans sa tête. Tyler, il court chercher une trousse de toilette pour effectuer les premiers soins sur son frère, parce qu'une ambulance va arriver, mais dans quelques minutes. Les policiers qui restent essayent de l'aider à le soigner, ils lui posent tout un tas de questions, parce qu'ils veulent comprendre comment est-ce que ça a pu dégénérer à ce point. Et Tyler, il raconte tout depuis le moment où ils se sont rencontrés avec cette femme, jusqu'au moment, où son frère s'est pris une balle. Quand il explique qu'elle a volontairement commencé à parler d'une victime d'une manifestation, qu'elle a cherché à avoir sa réaction et qu'elle l'a accusé d'avoir tué son propre frère, eh bien, les policiers, ils se regardent entre eux. L'un d'eux demande si le nom du frère évoque quelque chose à Tyler. Donc lui, il leur dit que non, absolument rien. Et il demande même à vérifier dans les bases de données. Et à un moment, c'est le choc. Cette histoire, elle est bel et bien réelle, mais c'est une histoire qui est ancienne, qui est classée. Et le policier, dans cette histoire, visiblement, il a utilisé la légitime défense parce que l'homme qui a été tué,
il s'est approché du policier avec un couteau, et clairement, ses intentions, elles étaient claires. Au-delà de vouloir buter le policier, ce mec il venait de planter plusieurs personnes, donc l'agent a utilisé son arme pour pouvoir le neutraliser. C'est pas du tout Tyler qui est l'auteur des faits, mais bien un collègue à lui. Et à l'époque, l'enquête avait prouvé qu'il avait tiré pour sauver sa peau et celle des autres, et que ce n'était pas du tout un assassinat comme le disait la femme. Ce qui a sauvé notre ami Tyler, c'est que son frère soit venu lui rendre visite ce soir-là. Évidemment, c'est une pure coïncidence parce que rien n'était prévu, mais vous imaginez bien que s'il n'était pas venu, probablement que cette femme aurait saisi son arme et que Tyler, clic clic, pam pam pam. En tout cas, maintenant vous saurez que si vous êtes en plein date avec votre copain ou votre copine et que vous êtes en train de manger un bon filet de bœuf et que quelqu'un sonne à la porte, dites-lui, pas de souci, viens t'installer avec nous, on rajoute une troisième assiette. Comme ça, au moins, vous êtes quitte de vous prendre une balle. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Histoire un petit peu particulière, avec une mécanique très différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Mais bon, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, un peu de changement, ça n'a jamais tué personne. Moi, je vous propose de reprendre une petite boisson et de vous remettre confortablement dans votre lit, dans votre canapé ou peu importe. Et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Enzo. Enzo, il a 20 ans et c'est un gars normal, un petit peu discret, pas du genre à chercher des histoires, des embrouilles, etc. Juste quelqu'un qui essaye de tenir debout malgré une année qui a été un petit peu difficile pour lui. Il nous raconte qu'en fait, durant cette année, il a travaillé énormément, il dort mal, il a toujours l'impression d'être en retard sur tout, et pourtant, il continue, il garde le même rythme. C'est un peu de façon mécanique parce qu'il ne connaît rien d'autre, et surtout, c'est quelqu'un qui n'est pas connu pour ralentir le rythme quand il a trop. Ses potes, ils lui disent souvent qu'il devrait souffler un peu, qu'il devrait prendre un week-end et surtout arrêter de vivre à 1000 à l'heure comme il le fait actuellement. Mais lui, il répond toujours c'est bon, ça va, même quand ça ne va pas vraiment. Dans son groupe de potes, ils sont 4 et même si maintenant ils travaillent tous et qu'ils ont un petit peu moins de temps qu'avant pour se voir, eh bien, ils gardent cette habitude de se raconter leur vie dans un groupe, de se faire des petites blagues, de se motiver. Et ça fait un moment qu'ils parlent d'un truc assez simple. L'idée, c'est de partir ensemble en montagne dans un petit chalet qui est assez paumé, histoire de se retrouver, de s'amuser un peu et juste de prendre du bon temps. Enzo lit les messages toujours avec ce sourire qui veut dire j'aimerais bien, mais ça n'arrivera probablement jamais. Parce que d'habitude, il parle beaucoup, mais à la fin, il n'y a rien. C'est un petit peu comme si c'était des paroles en l'air. Pourtant, un soir, sans prévenir, l'un des membres du groupe envoie un message avec juste une phrase qui dit « Les mecs, regardez ça ». Enzo, il clique et il voit la réservation du chalet qui est déjà payée et validée. Donc ses potes, ils ont pris les devants. Ils lui disent « Tu viens, on a bloqué les dates, c'est bon, t'as plus d'excuses, tu n'as qu'à dire oui ». Et pour une fois, Enzo, il dit oui sans même réfléchir. Parce que pour lui, rien que l'idée de se retrouver loin du boulot et de la vie active, eh bien, ça le détend énormément. La semaine qui suit, évidemment, tout part en vrille au travail. Son patron lui colle des horaires qui ne lui laissent même plus le temps de respirer. Mais notre ami Enzo, il tient bon, il se répète qu'il va partir un peu, qu'il a posé ses jours et que ça va arriver très prochainement. Et quand il rentre chez lui, la veille du départ, il prépare son sac, il prend ce qu'il pense être utile pour le week-end, il prévoit des affaires au cas où et il hésite trop longtemps sur chaque truc. Mais à la fin, il en a un petit peu marre, il prend toutes les affaires, il les balance dans le sac et il se dit j'aviserai sur place. Ce soir-là, il se couche pas très tard, mais il dort très bien, étonnamment. Un petit peu comme si son corps, il savait que durant les prochains jours, il allait pouvoir se détendre. Et en gros, il passe une très bonne nuit. Évidemment, notre ami, il s'est endormi avec la fenêtre ouverte et le matin du départ, ses potes arrivent devant chez lui et il l'appelle en bas de chez lui comme si c'était un gosse qui était en retard pour l'école. Enzo, il sort de chez lui, il a encore le visage avec les marques de l'oreiller, mais il sent que ce week-end, ça va lui faire le plus grand bien. Le trajet se passe très bien, ils ont quelques heures de route pendant lesquelles Enzo en profite pour raconter un peu ses galères au taf. Et ça, il nous explique que ça lui fait beaucoup de bien de se confier parce que il n'a pas l'habitude de le faire. Et surtout, en ce moment, c'est quelque chose qui le pèse beaucoup. En faisant ça, il se rend compte aussi que ses potes, il lui manque. Parce qu'il y a quelques années, ils faisaient des activités presque tous les jours ensemble. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, c'est très rare. Plus il monte dans la montagne, plus l'air, il change. Et même si les vides sont fermés, Enzo, il a vraiment cette sensation de mieux respirer. Alors, on va se le dire, c'est peut-être psychologique parce qu'au taf, l'ambiance est assez relou. Là, d'arriver dans une montagne où il n'y a rien d'autre à part des vaches, c'est peut-être un peu plus agréable. Et à un moment, la neige apparaît, la route, elle se resserre, et quelques minutes après, il se retrouve devant un tout petit chalet qui est posé comme une cabane au milieu de nulle part. Ça n'a rien de luxueux ni de très moderne, c'est juste un endroit très simple avec une terrasse en bois. Donc Enzo, il descend de la voiture, il regarde autour de lui et il nous explique qu'il y a un silence très particulier, mais tout le monde est extrêmement content d'être enfin arrivé. Les 4 amis entrent dans le chalet, ils voient la petite cuisine, le salon, les chambres, et ils s'installent en étant contents de l'endroit qu'ils ont réservé. Ils déballent leurs sacs n'importe comment, chacun leur tour, ils choisissent les lits en rigolant, et à un moment, ils se posent autour de la table juste pour se demander ce qu'ils vont faire. Parce que oui, ils ont réservé un week-end, par contre les activités,
ils n'en ont aucune idée. Surtout, que je vous le rappelle, le chalet, il est paumé au beau milieu de nulle part. Donc évidemment, c'est pas comme s'il y avait Aquapark ou Disneyland Paris à côté. À un moment, l'un d'eux tombe sur une vieille carte qui est toute pliée. C'est une carte en papier, pas très moderne. Il y a en gros des tracés, des repères, des croix dessinées à la main. Et il y a un petit mot du propriétaire qui dit que s'ils vont faire une randonnée, certains chemins sont un petit peu plus paumés que d'autres et qu'il faut absolument garder cette carte sur soi. Parce que si on ne l'a pas, on peut très vite se perdre. Bon, il rigole en disant que c'est bon, ils vont pas se perdre, mais Enzo, il prend quand même la carte dans les mains, il suit le chemin du doigt, il regarde où ça mène, il fait une grande analyse parce qu'il aime bien visualiser et se préparer, et il se dit que la grande boucle n'a pas l'air compliquée, mais qu'il faudra quand même se débrouiller sans réseau parce que c'est complètement paumé. Et il n'y a zéro connexion internet, donc si jamais ils se perdent, il faut absolument prendre cette carte avec. Le soir tombe gentiment, Enzo et ses potes se font à manger avec ce qu'ils ont acheté sur la route. Ils parlent de tout et de rien, ils racontent des souvenirs d'avant, du travail, de leurs copines respectives, enfin bref, c'est un très bon moment. Avant de se coucher, notre ami prépare ses affaires pour la randonnée du lendemain. Il pose son bonnet, ses gants et il éteint la lumière. Et il finit par s'endormir. Le lendemain matin, Enzo entend ses potes qui bougent dans la cuisine. Ils font un bordel pas possible, ils préparent le café. Du coup, en les entendant, il se lève également. Il se prépare en vitesse, il enfile ses vêtements, il met son petit bonnet dans sa poche et il rejoint les autres qui sont autour de la table. Ils mangent un petit truc en parlant de la randonnée qu'ils vont faire d'ici quelques minutes, quelques heures. Ils en parlent comme si c'était l'expédition du siècle alors qu'en réalité c'est une simple marche. Mais voilà, ça leur suffit largement. Bref, ils passent une journée tranquille au chalet à discuter et à faire des jeux jusqu'à la fin d'après-midi où ils décident d'aller faire le randonnée. Alors, est-ce que commencer une randonnée en fin d'après-midi c'est une bonne idée? Perso, je ne pense pas. Après, je suis pas Joe le marcheur, donc je peux pas vous conseiller. En fait, ce qu'ils ont en tête, c'est d'y aller en fin d'après-midi pour être rentrés pour le dîner. Donc, toute l'équipe prend les sacs, les raquettes, la vieille carte que le proprio a laissée, et ils sortent du chalet en refermant la porte derrière eux. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se geler le cul. Dehors, l'air, il est si froid que ça leur glace le visage. Mais bon, pas le choix, s'ils veulent faire cette randonnée, il va falloir souffrir un petit peu. Ils mettent donc le raquette au pied et ils commencent à avancer. La forêt qui les entoure, elle est pas si dense au début. Et eux, ils suivent le chemin comme indiqué sur la carte. Au bout d'un moment, Enzo nous raconte que la marche devient plus silencieuse. Pas parce qu'ils s'ennuient, mais parce qu'ils sont concentrés, chacun dans son rythme. Et Enzo, il va devant comme s'il menait le groupe. Il regarde souvent la carte, juste pour être sûr qu'ils sont sur le bon chemin. Même si les autres, ils lui disent « Mec, arrête parce que t'es en train de nous stresser ». Mais lui, comme je vous ai dit au début, ça le rassure de faire ça parce qu'il a l'impression de savoir où il va, d'être préparé. Et ça, je ne peux que comprendre. Bref, ils prennent un premier virage, puis un deuxième, et là, la forêt elle commence à devenir un petit peu plus serrée. Les arbres se rapprochent, et même si tout est normal, Enzo, il garde la carte dans la main comme si ça le rassurait d'avoir une sorte de repère fixe, parce que à tout moment, ils peuvent se perdre là-dedans, parce que dans une forêt qu'on ne connaît pas en fin d'après-midi, on peut très vite se perdre. Il continue d'avancer, puis il s'arrête pour boire un petit peu d'eau, et surtout, il rigole parce qu'un des membres du groupe a failli se péter la gueule en essayant d'attraper sa gourde. Enfin bref, vous l'aurez compris, jusque-là, tout est normal. Et c'est justement ce côté normal qui rend la suite encore plus bizarre, parce que, à un moment, alors qu'il traverse une partie du chemin qui est un petit peu plus plate, un des potes d'Enzo se retourne, pas pour une raison particulière, simplement pour regarder derrière lui, et il s'arrête net. Au début, il ne dit rien, il fronce juste un peu les yeux, et Enzo le voit faire, alors il se retourne aussi, et là, il voit ce que l'autre regarde. Derrière eux, il y a quelque chose, on dirait que c'est une silhouette, qui est immobile, mais à une bonne distance. Bon, ça a pas l'air d'être un animal, c'est sûrement un marcheur, rien de plus. Et le groupe d'amis se dit que, voilà, c'est normal qu'ils ne sont pas seuls au monde, mais en même temps, ils sentent un truc chelou, alors ils accélèrent un petit peu. Enzo, lui, il garde sa carte, mais il n'arrive plus à se concentrer comme avant, et toutes les 10 secondes, il regarde derrière lui. La silhouette ne bouge pas, elle reste exactement au même endroit. Et c'est ça qui les met un petit peu mal à l'aise. Parce qu'on est d'accord, quelqu'un de, entre guillemets, normal avancerait, il ferait des pas, ou en gros, il ferait quelque chose, mais là, cette personne ne bouge pas. Le groupe d'amis prend un autre virage et il s'enfonce un petit peu plus dans la forêt, et quand il se retourne, encore une fois, la silhouette n'est plus là. Bon, vu que dans leur jeunesse, ils ont joué à Slenderman, ils ne savent pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. En gros, Slenderman, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo dans lequel vous êtes plongé dans une forêt et vous devez retrouver des pages d'un livre. Et pour la faire simple, il y a une créature qui veut vous buter, qui vous suit, et quand vous vous retournez, elle peut être juste derrière vous. Le groupe d'amis essaye de se rassurer en disant que voilà, c'est une personne normale qui faisait peut-être une petite pause, mais voilà, personne n'y croit vraiment. Enfin bref, ils reprennent la marche, mais plus vite, et au bout d'un moment, ils réalisent qu'ils ne trouvent plus le bon repère sur la carte. Un autre dit qu'ils se sont complètement trompés de chemin. Enfin bref, la tension, elle monte d'un cran. Parce qu'en gros, le groupe comprend qu'ils sont probablement perdus. Enzo essaye de garder son calme, il regarde la carte encore et encore, mais plus il la regarde, plus il se dit qu'ils ne sont pas exactement là où ils pensaient être. Et ça, mes amis, ça commence à le faire légèrement flipper. Ils font encore quelques pas, et c'est là que ça dérive vraiment parce que, sans prévenir, un des potes s'arrête net et il dit une phrase
que, normalement, personne n'a envie d'entendre. Il dit « Les gars, regardez ». Là, tous les membres du groupe se retournent et la silhouette est de nouveau là, sauf que cette fois-ci, elle est un petit peu plus proche. Elle est toujours là, immobile. Enzo la fixe, il n'arrive pas à bouger et personne ne sait quoi dire. Clairement, ça fait flipper tout le monde et en plus de ça, la nuit est en train de tomber. Dites-vous qu'en ce moment, ils sont dans une forêt avec une personne qui les suit et qui agit de façon chelou. Mais bon, les garçons restent là quelques secondes sans parler, juste à fixer cette personne. Et c'est l'un des potes d'Enzo qui finit par dire qu'ils doivent bouger, qu'il faut simplement rejoindre un des points qui est marqué sur la carte et que normalement, tout ira bien. Enzo dit ok, il range la carte et ils se remettent à marcher. Mais cette fois-ci, ils ne parlent plus parce que l'ambiance a radicalement changé et que cette sensation d'être suivi ne les lâche plus. À un moment, ils arrivent juste devant ce qui ressemble à un ancien croisement de chemin, sauf que la neige a tout recouvert. Enzo essaye tant bien que mal de retrouver un repère, mais il y a tout qui se brouille dans sa tête. Et vu qu'il a pris le rôle de leader, les autres commencent à s'énerver parce que leur seul but, c'est de sortir de là. C'est pile à ce moment-là, mes amis, qu'ils entendent un bruit qui se situe derrière eux. Et ce bruit, c'est un bruit de pas dans la neige. Et c'est pas un seul pas, c'est plutôt comme si quelqu'un marchait. Et là, les amis comprennent que la silhouette n'est probablement plus immobile. Donc Enzo, il se retourne d'un coup et il voit que la personne, elle n'est plus à sa place. Elle s'est rapprochée et ce de façon très rapide. Les garçons ne réfléchissent pas vraiment. Ils se mettent à marcher plus vite, presque en trottinant, juste pour mettre de la distance. À un moment, ils tournent à gauche, puis encore à gauche. Ils essayent de retrouver un repère. Peu importe lequel c'est, mais il faut retrouver quelque chose. Mais plus ils avancent dans la forêt, plus ça leur donne l'impression qu'ils sont complètement perdus. Clairement, il faut agir vite parce qu'il commence à faire bien nuit. Et cette personne, elle est visiblement en train de les suivre, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Enzo, il reprend la carte, même si au fond de lui, il sait qu'elle ne va probablement pas lui servir. Il a tellement froid qu'il n'arrive même plus à la tenir correctement, enfin, c'est juste le bordel. Et sa strat, en fait, il nous explique que ce n'est plus de regarder la carte, c'est de se dire j'avance tout droit, et logiquement, à un moment, on devrait retomber sur de la civilisation. Sauf que lorsqu'il se retourne, il voit la silhouette, qui est encore cette fois-ci plus proche, et il distingue des détails. C'est bel et bien une personne qui a un long manteau, et qui les regarde. Évidemment, les garçons ne courent pas parce qu'ils peuvent pas, ils ont des raquettes aux pieds, mais ils marchent quand même assez vite. Ils continuent encore et au bout d'un moment, ils finissent par tomber sur une vieille cabane en bois, et Enzo, il hésite une seconde parce qu'il sait que s'enfermer là-dedans, soit c'est une bonne idée, soit c'est la pire idée du siècle, mais il sait aussi que rester à l'extérieur, c'est pire que tout. Alors, ce qu'ils font, c'est que tous les membres du groupe entrent dans cette cabane, ils referment la porte, et ils retiennent leur souffle pendant un long moment. Dans la cabane, il n'y a rien, un peu comme si c'était un lieu pour les promeneurs pour se poser, pour prendre un petit sandwich. Mais voilà, il y a une table en bois et quelques chaises, ça s'arrête là. Ils essayent de se calmer, de reprendre un peu leurs esprits, et un des potes dit qu'il faut attendre quelques minutes, que probablement cette silhouette va disparaître, et qu'après tout, c'est peut-être simplement quelqu'un qui ne connaît pas la forêt, qui est comme eux, perdu, et qu'en gros, il se fie à eux pour retrouver son chemin. À un moment, le groupe d'amis ne parle plus, parce qu'à l'extérieur, ils entendent des bruits, et c'est pas la nature, c'est pas la forêt, c'est des bruits visiblement de pas. Donc ils entendent quelqu'un s'approcher de la petite cabane, qui respire très fort, puis il repart. Autant vous dire qu'Enzo et ses potes sont pétrifiés, ils sont terrorisés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et quelques minutes plus tard, Enzo dit à ses potes, les mecs, si cette personne, c'était la personne qui nous suit, elle sait forcément où on est, donc on va se barrer, vite fait bien fait, d'ici. Ils reprennent donc un chemin qui pense être celui du retour, et ils avancent encore plus vite, et à un moment, ils arrivent dans une allée où il y a des arbres de tous les côtés, et lorsqu'Enzo se tourne, il voit non pas une silhouette, mais plusieurs, comme si d'autres personnes s'étaient ajoutées. Alors est-ce que cette fois-ci c'est un groupe de randonneurs complètement différent, ou est-ce que c'est le mec chelou qui a appelé ses potes? On n'en sait rien. Enzo dit à ses potes, les mecs, on continue d'avancer, et à un moment, ils arrivent sur un chemin qui cette fois-ci est beaucoup plus large. Ça ressemble vraiment à un vrai chemin qui est indiqué sur la carte. Donc ils se disent, putain, on est enfin dans la bonne direction. Et d'ailleurs, ce sentiment, il va être confirmé parce que quelques minutes plus tard, ils tombent sur un panneau qui est à moitié enneigé. Et en gros, c'est le premier vrai signe depuis des heures. Ils accélèrent, et au bout de 20 minutes, ils voient enfin le Saint Graal. C'est leur chalet qui se situe à quelques mètres devant eux. Une fois arrivés sur la terrasse, ils enlèvent leur raquette en vitesse, ils entrent, puis ils referment la porte à clé, et c'est là qu'ils réalisent ce qui vient de se passer. Ils se regardent, ils sont tous essoufflés, à la limite d'être complètement sonnés, et ils n'arrivent même pas à expliquer leur ressenti. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils s'installent tranquillement dans le salon pour se réchauffer, ils allument un feu dans la cheminée, et en étendant leurs vêtements, ils essayent de mettre des mots sur ce qu'il s'est passé. Mais évidemment, vous en doutez bien, tout se mélange. À un moment, alors que les autres parlent encore de cette aventure, Enzo, du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger très lentement à travers la fenêtre. C'est une forme très sombre et il décide de ne rien dire parce que clairement, il pense qu'il est devenu parano. Les garçons continuent de parler un peu et comme souvent, après une grosse frayeur,
tout redescend. L'un d'eux lâche même une blague pour essayer de détendre l'atmosphère. Un autre dit qu'ils ont peut-être trop paniqué, qu'ils sont devenus parano, qu'avec la neige, la nuit qui tombe, le froid, voilà, les idées se sont mélangées. Et nous, de notre côté, on espère sincèrement que c'est le cas. Enzo, lui, il n'est pas totalement convaincu, mais il est tellement lessivé qu'il laisse couler, parce qu'à force de parler, de rationaliser, d'essayer de comprendre, son cerveau, il a juste dit « va te faire foutre, moi je vais dormir ». Bref, le groupe d'amis mange vite fait, ils prennent tous une douche bien méritée, et la soirée se termine dans un silence un peu bizarre, mais au moins en sécurité. Enzo, il se couche un petit peu plus tard, mais à force de lutter, il finit par s'endormir. Et le lendemain matin, il nous raconte qu'il se réveille avec une sensation bizarre. Il nous explique que c'est comme s'il était bourré, mais il n'a rien bu. Personnellement, je pense que c'est les émotions qu'il a vécues la veille qui, sont en train de redescendre, donc quelque chose de tout à fait normal. À ce moment-là, de la matinée, personne n'est encore réveillé, donc il ouvre la porte pour prendre un peu l'air, il fait un pas dehors, et il se fige immédiatement, parce qu'autour du chalet, Enzo, il remarque qu'il n'y a pas des traces de pas, mais des gros trous. Enfin, ça peut être des traces de pas, mais la personne, ça veut dire qu'elle a bien enfoncé sa jambe. Et il n'y en a pas qu'une. Il sort complètement du chalet, il fait le tour, et là, il voit qu'il y a des trous partout autour du chalet. Bon, lui, son idée, c'est de se dire que, comme je vous ai raconté, c'est des pas qui se sont enfoncés, donc qu'en gros, c'est une personne qui a tourné autour de la maison. Enzo, il s'empresse d'appeler les autres, ses potes sortent un par un. Cette fois-ci, ils ont la confirmation que tout ça, c'est probablement bel et bien réel, que ce n'est pas eux qui se font des films. Bref, ils regardent la neige et ils se rendent compte que les traces ne viennent pas du chemin principal, mais de la forêt, et que les traces, elles retournent dans cette direction. À partir de là, une décision est prise en 3 secondes top chrono. À la base, ils devaient rester encore une nuit pour profiter du chalet, mais c'est mort. Aucun d'eux ne veut rester une nuit de plus ici, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui pourrait leur arriver. Ils ramassent donc leurs affaires en vitesse, ils balancent tout dans les sacs, limite ils en ont rien à secouer de savoir si leur t-shirt leur appartient, etc. Ils feront le tri une fois à la maison, la seule priorité c'est de partir et vite. À un moment, une fois que tous les sacs sont faits, ils reprennent la voiture et ils s'en vont. Une fois chez lui, Enzo il se pose dans son lit et plus il y pense, plus quelque chose le tracasse. Cette carte, elle venait du propriétaire. C'est donc lui qui l'avait laissé dans un tiroir avec un petit mot. Et ce petit mot, il disait « c'est une superbe promenade, facile à suivre », sauf que cette carte, elle ne les a pas aidés du tout. Il est même persuadé, au fond de lui, que c'est cette carte qui les a induits en erreur. Alors, la question qui se pose, c'est qui était cette personne dans la forêt et qu'est-ce qu'elle leur voulait. Et mes amis, c'est là que l'histoire, pour moi, elle devient très très glauque. Parce que notre ami Enzo, il est malin. Ce qu'il fait, c'est qu'il va sur internet et ce petit filou, il a gardé la carte de la maison dans son sac. Donc, son idée, son plan qu'il a en tête, c'est de se dire « je vais voir sur internet la vraie carte des lieux, je vais l'imprimer et je vais les positionner côte à côte pour les comparer. » En faisant ça, déjà il se rend compte qu'il n'a pas d'imprimante, donc il ne peut pas l'imprimer. Il regarde donc sur son ordinateur, il colle la carte que le propriétaire leur a donnée et à un moment, il se rend compte que les chemins ne correspondent pas du tout. Ce qui veut donc dire, mes amis, qu'une des cartes est bel et bien la vraie, mais que l'autre a probablement été trafiquée. On est d'accord, pas besoin d'un master pour savoir que celle qui a été trafiquée, c'est celle qui a été remise par le propriétaire, du moins c'est ce qu'on imagine, et quand il se rend compte de ça, Enzo, il se chie littéralement dessus. Il s'empresse de prendre son téléphone, il écrit un message dans le groupe de potes, et il leur envoie une photo pour dire, les mecs, la carte qu'on a utilisée, en fait, elle ne correspond pas du tout. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé le chemin, même si on s'est basé sur la carte, parce que en fait, elle était complètement fausse. À tout moment, la carte nous disait qu'il y avait une maison, et au final, c'était peut-être un ravin dans lequel on aurait pu tomber. Mes amis, cette histoire, je la trouve très frustrante, parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas qui était cette personne, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de signes qui indiquent que probablement quelque chose de grave se serait passé. Admettons, je suis propriétaire, je loue ma maison, enfin mon chalet, la dernière idée que j'aurais, ce serait de remettre une carte qui est complètement trafiquée, à moins que je sois le fou du bus. J'espère que c'est votre cas aussi, et si jamais c'est pas le cas, peut-être que vous êtes fou. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse. En tout cas, j'espère que cette histoire, elle vous aura plu. Même si, on est d'accord, on est un petit peu frustré. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça fait pas de mal de temps en temps sur la chaîne. Ça n'a jamais tué personne. Et du coup, on peut que se réjouir de la prochaine histoire. Sauf que, mes amis, vous êtes 60% à ne pas être abonné à la chaîne. Je sais, je suis chiant, mais c'est extrêmement important pour moi. Donc, si tu regardes cette vidéo, je te mets en état d'arrestation. Il faut que tu cliques sur le bouton pour te délivrer. Et si tu ne le fais pas, tu auras les menottes à vie. Est-ce que c'est un moyen de contrainte? Je ne sais pas, ça en a l'air. En tout cas, mes amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rejoignez-moi sur Instagram, écrivez-moi un petit DM, moi je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.